On regarde dans cette vidéo la correction du sujet central 2016 PC en maths 1. Donc dans ce sujet, on s'intéresse d'abord à la fonction gamma de l'air. Après, en partie 2, on regarde une intégrale dépendant d'un paramètre qui ressemble beaucoup à une transformation de Fourier et qui est en lien avec la fonction gamma de l'air. Et enfin, dans la partie 3, on utilise un certain nombre de des résultats obtenus pour étudier des propriétés d'une loi de Poisson, des équivalents de certaines sommes, etc. Donc dans un premier temps, la première partie tourne autour de la fonction gamma de l'air. Donc dans cette partie-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. J'avais publié une vidéo sur l'exercice numéro 866 qui reprend l'essentiel des questions de cette partie-là. À la limite, les petits changements, c'est qu'ici on nous demande de démontrer que la fonction est de classe C infinie dans l'exhaustive C2, mais ça changera pas grand-chose. Et la dernière question qui n'était pas dans l'exo 866, c'est les limites de gamma prime en 0 et en plus infini, donc je vais en dire un mot. Donc on avait démontré dans le début de la partie 1 que gamma de x plus 1 était égal à x gamma de x. Et on va servir cette relation à plusieurs fois pour trouver, alors je reviens au bon endroit, cette relation va nous permettre de trouver la limite en 0 de la fonction gamma. Mais en la dérivant, cette relation, ça nous donne une nouvelle relation vérifiée cette fois-ci par gamma prime. Et cette relation vérifiée par gamma prime, de la même manière pour la première relation, quand x tend vers 0, ça va nous permettre de nous ramener en 1 pour gamma prime. Vous voyez, parce qu'ici, si x tend vers 0, x plus 1 tend vers 1, et donc on aura gamma prime en 1. Et en 1, on n'est pas au bord du domaine, donc c'est un endroit où on n'a pas de problème. La fonction gamma prime sera continue, parce que gamma est classe C infinie. Donc on exprime notre gamma prime en fonction du reste, et on voit que ce gamma prime de x plus 1 tend vers gamma prime de 1. Première remarque, donc gamma prime de 1 c'est un nombre réel. Gamma de x, on avait démontré qu'en 0 il tendait vers plus infini. Et x étant vers 0 plus, parce que là on est en 0 plus. Et donc on se retrouve avec moins l'infini en haut divisé par 0 plus, donc ça tend vers moins l'infini. Ensuite, même chose, on utilise toujours cette relation-là. On cherche la limite de gamma de x en plus infini. Et on va partir cette fois-ci de ce côté-là. Et on va dire que gamma prime de x, du coup, c'est gamma de x moins 1 plus x moins 1 gamma de x moins 1. Gamma prime de x moins 1. Pardon, là il manque un prime ici. Bon, alors pour cela, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a notre gamma de x-1 qui lui va tendre vers plus infini parce que on l'a vu précédemment. Et cette quantité-là, x-1 va être positif, j'ai pris x plus grand que xi plus 1, alors que xi c'était le point où la dérivée de gamma s'annulait. Et gamma prime, je répète, il manque un prime ici de x-1. Comme x-1 est plus grand que xi, on avait vu que gamma prime était positive sur xi plus infini, et donc cette quantité-là va être positive. Et donc on a gamma de x-1 qui tend vers plus infini plus un positif. Donc c'est plus grand gamma de x-1, donc ça tend vers plus infini par entraînement en fait. Donc voilà pour ça. Donc après on repasse au sujet. Donc dans la partie 2 on a une transformation de Fourier. Alors une transformation de Fourier, il y a plusieurs manières de l'écrire. Donc là vous voyez on calcule l'intégrale sur 0 plus infini alors que dans la méthode c'était sur moins infini plus infini. Ici on a exponentielle itx alors que dans la méthode c'était exponentielle moins itx. Mais ça change finalement pas grand chose. L'essentiel étant que le module de exponentialité x vaut tout le temps 1 et donc finalement tout va se passer de la même manière. On remarque que quand on va dériver cette fonction là par rapport à x, ça va faire apparaître des t en plus, donc la puissance qui est là va être amenée à augmenter, mais on va pouvoir toujours utiliser la première partie parce que ce moins 3 quarts, on peut l'écrire sous la forme moins 1 plus 1 quart, donc avec x égale 1 quart, donc cette intégrale là va converger pour, avec moins 3 quarts. Et quand on va ajouter des t devant, on va multiplier par t devant, cette puissance ne va faire qu'augmenter, et donc on va toujours se retrouver dans le domaine de définition de la fonction gamma. Donc tout va bien se passer, et c'est effectivement ce qu'on voit derrière. Donc d'abord on vous dit montrer qu'elle est définie classe C infinie, donc là on va utiliser notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres, sans trop de surprise. Donc ici, on regarde notre fonction. Il faut d'abord démontrer qu'elle est bien définie. Donc, comme je l'ai dit, on va faire de l'intégrabilité parce qu'on en aura besoin pour le caractère C infini. Donc, on fait de l'intégrabilité. L'intégrale converge absolument. Donc, tout va bien. Donc, ma fonction à l'intérieur sera intégrable. Donc, cette fonction-là est intégrable sur R+, étoile. Après, en x, elle est bien de classe. Alors, j'ai fixé un P
elle est bien de classe CP, et ma dérivée KIM, pour tout cas compris entre 1 et P, c'est cette quantité-là. Et vous voyez que par rapport à la fonction de départ, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des cas ici. Alors j'ai vu une faute de frappe ici, donc là c'est -1 plus un quart, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça, mais là il y a une faute de frappe. Bon, alors ici, donc là tout va bien pour la dérivée KM, elle est bien continue par morceau en T, et après on doit la majorer. Donc on va la majorer par cette quantité-là. En fait, en module, c'est même égal à ça, qui est un phi k de t. Et ce phi k d'intégrable, comme je vous disais tout à l'heure, on a ajouté des valeurs, donc on va pouvoir l'écrire comme un gamma de quelque chose, globalement l'intégrale. Et ça a bien marché. Donc comme c'est valable pour tout P, enfin ma fonction est classe P sur R, comme c'est valable pour tout P, classe C infini, et je connais mes dérivés. Et on vous demandez f de 0, mais f de 0, l'exponentialité x disparaît, et on tombe sur gamma de 1 quart. Donc ensuite, une question qui est intéressante, qui n'est pas forcément simple au premier abord, on vous demande d'écrire f de x sous cette forme-là, avec Cn, quelque chose qui dépend de la fonction gamma. Voilà. Donc comment faire ça? Mon f de x est égal à cette quantité-là, et l'idée va être de faire un développement en série entière de ce qui est à l'intérieur ici. Donc c'est ce qu'on voit dans le corrigé. Donc pour faire notre développement en série entière ici, j'ai développé l'exponentialité x, parce que je vous rappelle que notre but ici c'est de faire apparaître des gamma et des x puissance n. Donc c'est celui-là qu'il faut développer pour avoir des x puissance n. Donc on écrit ça, donc mon f de x est égal à ça. Donc là, l'idée maintenant c'est d'intervertir la série et l'intégrale. Donc on utilise le théorème d'interversion série intégrale. Et on va poser d'abord nos fonctions qui sont intérieures, donc ces fonctions-là. On va les appeler fn. Et on va faire un théorème d'intégration terme à terme. Donc on vérifie que fn est continu et intégrable sur 0 plus infini. En plus, quand on calcule le module de fn de t, c'est égal à cette quantité-là. Et cette quantité-là, du coup, l'intégrale, je reconnais ici, alors oublions le xn sur factoriel n, mais ce qui est à la fin, c'est quand on va l'intégrer sur 0 plus infini, ça va faire gamma de n plus un quart. Donc cette intégrale-là, elle converge, elle vaut ça. Ensuite, la somme des fn converge simplement sur 0 plus infini. Pourquoi? Parce que, on l'a écrit, cette fonction-là était... la fonction qui était à l'intérieur, je l'ai perdue, elle est où? Cette fonction-là est bien égale à cette somme-là. Donc il y a convergence simple. Et ma fonction, cette fonction-là, donc encore une fois, ici il y a une faute de frappe, là j'ai le plus k ici, il ne devrait pas y être, et bien continue sur R plus étoile. Donc ensuite on utilise la croissance de la fonction gamma, parce qu'on doit démontrer que la série des xn sur factoriel n gamma de n plus un quart converge, parce que c'est la série des intégrales de valeur absolue de fn. Donc pour démontrer que cette série converge, on va d'abord utiliser une majoration de notre gamma de n plus un quart. Et pour tout n plus grand que 2, on va être sur 2 plus infini. Notre fonction gamma est croissante, donc gamma de n plus un quart va être plus grande que... va être plus petite que gamma de n plus 1. Je vais majorer. Et mon gamma de n plus 1 est au factoriel n. Donc vous voyez qu'on va pouvoir majorer l'intégrale du module de fn par finalement le module de x puissance n. Et moi ce qui m'intéresse c'est que la série des intégrales des modules converge. Donc si je prends x dans moins 1, cette série-là va être convergente parce qu'elle est géométrique. Et donc d'après le théorème de comparaison, la série des intégrales des valeurs absolues de fn va converger aussi. Et donc on va pouvoir appliquer notre théorème d'intégration terme à terme et obtenir que pour tout x dans moins 1, f du x c'est l'intégrale de la somme, mais c'est aussi la somme des intégrales. Et on peut calculer ces intégrales-là, et comme je l'ai dit, on peut faire apparaître le gamma de n plus un quart dedans. Donc finalement, mon Cn qui est demandé dans l'énoncé, ça va être gamma de n plus un quart, et on vous demande de l'exprimer en fonction de C0 et de K, enfin d'un produit avec des K. On va utiliser la formule qu'on avait démontrée dans la question 2, qui va nous permettre d'écrire cette formule-là. Donc gamma de 1 quart fois tout ça, et donc ça va être C0 fois le produit des K plus 1 quart pour K variant de 0 à n-1. Donc après on vous demande le rayon de convergence de cette série. Donc là il y a différentes manières de faire les choses. On peut très bien utiliser le critère d'Alembert pour les séries numériques, ça marcherait très bien.
Mais on a déjà vu que ce rayon de convergence était au moins égal à 1 parce que la série converge pour tout x compris entre moins 1 et 1. Et du coup, il suffit de démontrer qu'il est au plus égal à 1. Et ce que je vais faire, c'est que pour x égale 1, je vais démontrer qu'il n'y a pas absolue convergence. Donc pourquoi? Ben, encore cette fois-ci, je minore par 1 sur n, la quantité qui est à l'intérieur de la série, en valeur en module. Et la série d'1 sur n est divergente, donc ma série n'est pas absolument convergente. Et si mon rayon avait été strictement plus grand que 1, la valeur x égale 1 aurait été à l'intérieur du disque ouvert de convergence, et dans ce cas-là, je sais que j'aurais eu absolue convergence en 1. Donc comme je n'ai pas absolue convergence en 1, ça veut dire que mon rayon de convergence n'est pas strictement plus grand que 1, donc il est inférieur ou égal à 1. Et donc j'ai mon rayon de convergence qui est à la fois plus grand que 1 et plus petit que 1, donc il est égal à 1. Vous remarquerez au passage que dans cette question-là, je l'ai fait avec x égale 1, mais j'aurais pu le faire avec module de x égale 1. Et donc j'ai traité plus ou moins la question suivante. Et bon, il y a certainement d'autres manières de faire les choses pour la question 10, parce qu'on me donne une indication que je n'ai absolument pas utilisée. Je trouvais que c'est plus simple de faire directement. Bon, ensuite, on vous demande de donner la partie réelle et la partie imaginaire de f de x, enfin un développement limité à l'ordre 3 de la partie réelle et un développement à l'ordre 4 de la partie imaginaire. Donc pour prendre la partie réelle et la partie imaginaire, ben, on va couper notre série en deux. Les n paires vont donner la partie réelle, les n impaires vont donner la partie imaginaire. Et on se rappelle que quand on a un développement en série entière, le développement limité en 0, ben, c'est le début du développement en série entière. Donc il suffit ici d'écrire ce que c'est que mon f de x. Je le coupe en deux, je m'arrête à l'ordre 4. Je sépare la partie réelle de ce développement limité, la partie imaginaire, et je vais obtenir comme ça le développement limité de ma partie réelle, de ma partie imaginaire. Alors vous remarquerez que ici je suis allé jusqu'à l'ordre 4, mais j'aurais pu m'arrêter à l'ordre 3, parce qu'on veut juste un développement limité à l'ordre 3 de la partie réelle. Le terme d'ordre 4 est un réel, donc du coup il me sert à rien pour la partie imaginaire, et on aurait pu s'arrêter là. Bon, ensuite on vous demande de trouver une équation différentielle vérifiée par f, donc sous cette forme-là. Donc là, pour faire ça, c'est assez habituel. Donc on a démontré que f était classé infini. Ici, on avait calculé la dérivée km, donc on a une expression de f' de x. Et on va essayer de faire une IPP pour se ramener à l'expression de f. Et ça va marcher plutôt bien ici. Donc on a notre f' qui s'écrit comme ça. Pour se ramener à f, il faut que j'arrive à avoir du t puissance moins 3 quarts. Donc je vais dériver cette quantité t puissance 1 quart et primitiver le reste. Et pour primitiver le reste, il est important de bien penser à regrouper les deux exponentielles en une seule. Et comme ça se primitive très facilement. Donc on vérifie les hypothèses habituelles, donc ici tout va bien. Vous remarquez que la limite en plus infini, alors c'est peut-être pas complètement évident ici, mais on peut recouper cette exponentielle là en deux. Pour faire apparaître du exponentiel moins t, il faut exponentialité x. Le exponentiel moins t tend vers 0, le exponentialité x c'est quelque chose de module 1, donc c'est borné, et c'est pour ça que ça va tendre vers 0 par croissance comparée, parce que t puissance 1 quart exponentiel moins t tend vers 0. Donc on écrit et on tombe sur cette relation-là. Donc notre A, ça va être, quand on repasse de l'autre côté, parce que le A doit être à gauche de l'égalité, le A, ça va être cette quantité-ci. Bon, après on vous donne une fonction g, on vous dit tiens, on pourra calculer sa dérivée. Donc assez naturellement ici, on le sait déjà quelle va être la dérivée de g, de cette fonction, pardon. La dérivée de cette fonction ne peut être que A, sinon quel intérêt de dériver cette fonction? Donc effectivement, on vérifie, on dérive, on retombe sur A. Et après, on utilise notre cours sur les équations différentielles. On sait que f est solution d'une équation différentielle du premier ordre de cette forme-là. G est une primitive de A, donc on a expression des solutions. Et on remplace et on obtient ça. Enfin, la valeur C, qui est ici une constante qu'on ne connaît pas a priori, c'est juste un complexe au départ. On se sert de f de 0 pour trouver la valeur de C. F de 0, ça vaut 1 quart, gamma de 1 quart. Ici, quand on remplace x par 0, on tombe sur C. Et donc, du coup, on a C égale gamma de 1 quart. Et donc, on a finalement l'expression de f de x. Donc, dans une troisième partie, maintenant, on va s'intéresser à tout un tas de propriétés autour de la loi de Poisson. C'est une partie qui est quand même assez classique. On la retrouve dans plein d'endroits dans différents sujets. Donc, bon, ici, on va quand même relativement loin par rapport à beaucoup d'autres sujets. Mais il y a quand même plein de questions qui sont assez classiques. C'est des techniques qu'on retrouve par ailleurs. Donc on vous rappelle ce que c'est qu'une loi de Poisson, donc ça ils auraient pu s'en passer, c'est du cours, c'est une loi usuelle.
Donc on dit que, voilà, bon ça c'est du blabla devant, hein. La fonction génératrice c'est pareil, on vous rappelle ce que c'est, mais c'est du cours aussi. Et première question, déterminer gx de t, donc ça c'est aussi du cours. Il faut savoir le retrouver, donc on écrit juste ce que c'est que cette série-là, on remplace p de x égale k par sa valeur, on reconnaît une série exponentielle, donc elle converge, et donc pour tout t dans R, on obtient que gx de t c'est cette quantité-là, qui est égale à ça. Attention quand même, ici on vous demande de le déterminer, donc il faut faire un minimum d'efforts pour faire semblant, parce qu'ici il n'y a vraiment pas grand-chose, de faire des calculs et donc de faire apparaître la convergence d'une série. Ensuite, on vous demande de calculer l'espérance du x et la variance du x écart type. Donc là, comme on vous dit calculer, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous contenter de réciter votre cours, que vous savez par ailleurs. Mais il faut le retrouver, donc là on va servir de la série génératrice. On a vu que notre série génératrice était classée infini sur R parce que le rayon de convergence de la série entière ici c'est R, c'est plus infini, pardon. Donc je sais que ma série génératrice est 2 fois dérivable en 1, et comme elle est 2 fois dérivable en 1, on sait que x a une espérance et une variance, et on peut donner leur valeur. Donc en fonction de la série génératrice, on les calcule et on tombe sur lambda et lambda pour l'espérance et la variance, et l'écart type égale racine de lambda. Donc ensuite on vous dit, donc on prend deux lois de Poisson de paramètres lambda et mu, et on demande de déterminer la loi de x plus y, sachant que x et y sont indépendantes. Alors là, il y a différentes manières de faire les choses. On peut soit utiliser la loi de x plus y, on la calcule habituellement avec la formule de probabilité totale. Soit on utilise les séries génératrices, sachant que x et y sont indépendantes. Elles ont toutes les deux une série génératrice de rayon de convergence plus infinie. Donc pour tout est dans R, la série génératrice de x plus y, c'est le produit des séries génératrices. On remplace par leur expression connue, et on tombe sur ce truc-là. Alors on reconnaît ici, alors on n'a même pas besoin d'écrire la dernière série, on reconnaît ici la série génératrice d'une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Et donc x plus y a la même série génératrice qu'une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu, donc x plus y suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Donc ensuite, on vous demande de prouver que Sn, qui est la somme des x1 plus x2 plus xn, suit une loi de Poisson, enfin on vous le dit pas, mais suit une loi de Poisson de paramètres n lambda. Donc c'est pour moi aussi un résultat du cours, quoique dans le cours c'est écrit pour 2, mais bon on peut le généraliser facilement à n. Alors ça se fait par récurrence en supposant que c'est vrai au rang n, et au rang n plus 1, on va avoir une loi de Poisson qui va être Sn plus xn plus 1. Et alors là j'utilise un résultat qui est au programme ou pas, c'est un peu fluctuant, qui est lemme de coalition, qui nous dit que comme x1, x2, xn jusqu'à plus infini sont des variables mutuellement indépendantes, quand je prends x1 plus x2 plus xn, ça va être indépendant de xn plus 1. C'est un résultat qui est relativement naturel, mais en fait c'est un résultat qui se démontre mathématiquement, le lemme de coalition, et c'est celui-là que j'ai utilisé ici, parce que derrière, quand je vais passer à Sn plus 1, je vais pouvoir utiliser mon résultat précédent, disant que Sn plus 1, c'est Sn, alors je vais peut-être l'écrire, donc Sn plus 1, c'est Sn plus xn plus 1. Donc Sn, c'est x1 plus xn. Donc mon lemme de coalition me dit que ces deux variables-là sont indépendantes. Et donc comme elles sont indépendantes, je peux utiliser mon résultat précédent. Donc mon Sn par récurrence suit une loi de Poisson de paramètre n lambda. Xn plus 1 suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et donc le résultat de la question d'avant me dit que Sn plus 1 va suivre une loi de Poisson de paramètre n plus 1 lambda. Bon, revenons à notre correction. Donc voilà pour cette question-là en tout cas. Question 18, c'est une question qui est tout à fait classique aussi. On vous demande de trouver l'espérance et l'écart type des variables Sn et Tn. Donc déjà Sn c'est une loi de Poisson, donc on connaît son espérance, pas de problème. Et Tn en fait, l'espérance et la variance de Sn c'est n lambda. Et Tn du coup c'est Sn moins son espérance divisé par son écart type. Et en fait, Tn, ça va être la centrée réduite associée à Sn. Et en fait, on a un résultat plus général qui nous dit que quand x admet une variance, si je prends x étoile qui va être égal à x moins e de x sur l'écart type de x, et bien j'obtiens une variable x étoile qui est centrée réduite.
C'est-à-dire que son espérance vaut 0, c'est la définition de centré, et sa variance est égale à 1, c'est la définition de Redfit. Donc ici, tout va bien, donc il suffit d'écrire les choses habituelles. Donc on reconnaît, donc une fois qu'on a trouvé ça, on reconnaît dans l'écriture de Tn quelque chose de la forme ASN plus B, et donc on utilise les formules de notre cours pour une variable de la forme ASN plus B pour l'espérance, donc avec la linéarité de l'espérance, et pour la variance où on pense bien écrire A au carré V de Sn, et donc on obtient 0 pour l'espérance et 1 pour la variance. Ensuite, continuons. Donc, on vous demande de trouver qu'il existe un réel C epsilon tel qu'on est ça. Donc, il faut d'abord bien regarder ici ce qu'on a là. C'est déjà une inégalité avec des probabilités. Donc, on pense naturellement à différentes choses du genre Markov, Chebyshev, des trucs de ce genre-là. Et le fait qu'il y ait une valeur absolue ici, que Tn soit d'espérance nulle. Donc, en fait, là, on peut très bien voir Tn moins E de Tn, peut me faire penser assez fortement à bien-aimé de Chebyshev. Donc, c'est ce qu'on. En plus, Tn admet une variance. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va appliquer bien-aimé de Chebyshev à Tn, et on a ce résultat-là. Et nous, on veut que ce soit plus petit que epsilon, on veut chercher un C tel que ce soit plus petit que epsilon. Et bien il suffit de prendre C de epsilon égale 1 sur racine de epsilon, et donc quand C sera plus grand que 1 sur racine de epsilon, 1 sur C carré sera plus petit que epsilon. Ensuite, la question suivante, c'est aussi une question qu'il faut savoir faire parce que, c'est une question assez courante. On vous demande de montrer qu'une fonction de R dans R est Lipschitzienne. Donc, une technique assez classique pour obtenir ça, c'est d'utiliser l'IAF. Parce que l'IAF, quand on l'écrit, ça s'écrit avec un truc de ce genre-là, f de x moins f de y plus petit que k fois x moins y, tout ça en valeur absolue. Et ça ressemble beaucoup à la définition d'une fonction Lipschitzienne quand on est de R dans R. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour appliquer l'IAF, on a besoin de majorer la dérivée en valeur absolue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les variations de f', et donc pour ça calculer f seconde. Donc on fait le tableau de variation de f'. On voit que f' est toujours plus petit qu'exponentielle moins 1,5, et donc on applique l'inégalité des accroissements finis, et on obtient cette formule-là, qui nous dit bien que f est une fonction exponentielle 1,5 Lipschitzienne. Alors ensuite, on passe à une question un peu compliquée a priori. En déduire lorsque un est non vide, une majoration de ça. Alors, pensez bien quand vous êtes en train d'attaquer un devoir, donc là j'ai d'ailleurs sauté ce point-là au départ, mais quand on vous demande, on s'intéresse à un ensemble IN ici, qui est relativement compliqué. Il serait peut-être bien de prendre le temps avant de vous lancer dans les calculs, de comprendre ce que c'est ce IN. Et donc on va regarder ensemble ce que c'est que ce IN. Donc IN, finalement, quand on regarde, c'est l'ensemble des k appartenant à n. Donc c'est n intersecté avec quoi? Avec l'ensemble des n lambda plus a racine de n lambda plus b racine de n lambda. Donc après, même si ce n'est pas forcément la question tout de suite, il n'y a pas d'urgence, mais on vous dit en déduire lorsque IN est non vide. Alors ça, c'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Vous devez vous dire à ce moment-là, tiens, lorsque IN est non vide, pourquoi est-ce qu'il pourrait être vide, etc. etc. Et en fait, est-ce que cet ensemble-là est vide ou pas? Ça dépend un peu des paramètres, mais on voit bien que ces deux quantités-là, si elles sont suffisamment proches et qu'il n'y a pas d'entier entre les deux, ça va être vide. Quelles conditions on pourrait avoir pour imposer pour être sûr qu'il y a un entier à l'intérieur? Il suffit que l'écart entre les deux, l'écart entre ces deux nombres-là, soit supérieur ou égal à 1. On a un intervalle comme ça de réel, de longueur au moins 1, il y aura un entier au milieu. Donc c'est ce qu'on utilisera un peu plus tard, mais à quelles conditions sur n est-ce qu'on est sûr qu'il y ait quelque chose? Si on calcule l'écart, il me restera finalement b moins a racine de n lambda. Et si j'impose que c'est plus grand que 1, c'est-à-dire que n est plus grand que 1 sur lambda b moins a au carré, alors je pourrais affirmer à coup sûr que mon intervalle contient bien au moins un entier. Attention, c'est une condition uniquement suffisante. Si j'ai n plus grand que ça, alors mon intervalle contient au moins un entier. Bon, en tout cas, revenons à notre exercice. Donc là, on vous dit d'en déduire une majoration de ça. D'abord montrer qu'on a ça. J'ai sauté une question. Alors montrer qu'on a ça, il faut juste voir que l'intervalle d'intégration ici est de longueur h.
Quand on intègre par rapport à t, f de x c'est une constante. Et donc on peut voir cette quantité-là, h f de x, ce h f de x, c'est où? Là, ce h f de x, on peut le voir comme l'intégrale de x à x plus h de f de x dt. Et donc finalement, la quantité qui est dans la valeur absolue, elle est égale à cette quantité-là. Et donc derrière, il faut majorer cette quantité-là, donc on va utiliser la positivité de l'intégrale. Donc la valeur absolue de l'intégrale, comme les bornes sont dans le bon sens, c'est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue, qui elle-même est plus petite que cette quantité-là, donc en utilisant la fonction 1 demi exponentielle moins 1 demi Lipschitz. Et donc on calcule à l'intérieur, parce que finalement cela se calcule bien, et on trouve la quantité qui va bien. Ensuite derrière, on vous demande de faire pareil pour une somme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va juste sommer les inégalités qu'on a obtenues ici, en remplaçant x par x kn. Et donc, quand on les somme, on va utiliser différents ingrédients comme la relation de Chasles, parce que quand on va sommer les intégrales de xkn à xk plus 1n, je vais obtenir finalement l'intégrale de xqpn à x q plus 1n, etc., etc. Donc tout se passe bien là-dedans. Donc on utilise aussi l'inégalité triangulaire, mais il suffit de l'écrire et en fait tout se passe très bien ici. Ensuite, montrer qu'on a cette limite-là qui est égale à l'intégrale. Alors là, il y a plusieurs choses à voir. La majoration qu'on a obtenue ici, donc cette majoration, on a majoré par cette quantité-là. Alors, il y a différents ingrédients qu'on va devoir utiliser, mais déjà, on sait que le q moins p plus 1, il est moins grand que la longueur de l'intervalle. Donc, la longueur de l'intervalle plus 1. Parce que q moins p, c'est deux éléments de l'intervalle l'intervalle que j'avais pris ici. C'est deux éléments de cet intervalle-là. Donc, l'écart entre les deux est plus petit que cette quantité-là. Donc on peut le majorer comme ça, et on obtient que q moins p plus 1 est plus petit que cette quantité. Et donc quand on divise par 2n, ce truc-là va tendre vers 0. Donc du coup, comme ça tend vers 0, on va obtenir que la limite de la différence est égale à 0. Attention ici, bien comprendre que là, dans cette intégrale-là, p et q plus 1 ne sont pas des constantes. P et q plus 1, c'est réciproquement, enfin P et Q, c'est réciproquement le plus petit et le plus grand élément de l'intervalle IN. Mais l'intervalle IN va dépendre de N. Donc vous voyez que P et Q vont dépendre de N aussi. Donc comment faire pour s'en sortir? On a la limite d'une différence qui est égale à 0. Donc ces deux quantités-là vont avoir la même limite si elles en ont une. Donc il va falloir prouver qu'une des deux quantités a une limite. Et pour ça, on va s'intéresser à la limite de cet objet-là. Donc d'abord, on va chercher la limite de xpn et de xq plus 1n. Donc on va prendre l'encadrement de q. Alors q, c'est le plus grand entier de l'intervalle. Donc comme c'est le plus grand entier de l'intervalle, il est compris entre cette quantité-là et cette quantité moins 1. Donc derrière, quand on revient là, mon q est plus petit que ça. Donc, quand on prend x, q plus 1n, on a cet encadrement-là. Et donc, le théorème des gendarmes me dit que la limite de x, q plus 1n, c'est égal à b. Parce qu'à droite et à gauche, ça tend vers b. Pareil, on obtient que la limite de xpn est égale à a. À quoi ça va me servir? Ce qu'on a écrit ici, c'est en lien assez fort avec une primitive de petit f, qui existe parce que f est continu sur R. Donc, elle met une primitive grand F. Et si on l'écrit à l'aide de la primitive, on obtient cette formule-là. Et cette formule-là, comme la primitive est continue, ça tend vers f de b moins f de a, c'est-à-dire l'intégrale de ab de f de t dt. Donc maintenant, comme cette quantité-là a une limite, que la limite de la différence est égale à 0, j'obtiens que celle-ci aussi a une limite, et que cette limite est égale à la limite de celle-là, c'est-à-dire l'intégrale de ab de f de t dt. Bon, après, on rentre dans des notations de plus en plus complexes, donc c'est ce qui rend l'énoncé un peu pénible, et même le corriger. Donc là, alors je ne vais pas le faire en détail parce que c'est assez long et calculatoire quand même, mais on s'intéresse à ykn qui est égal à ça. Et dans la question 22, on vous demande, on fixe un epsilon strictement positif,
on demande de montrer qu'il y a un entier n epsilon tel que pour n plus grand que n epsilon et k dans in, les inégalités suivantes sont satisfaites. Bon, alors quand on regarde ça, c'est pas forcément très simple a priori, c'est même très moche, on peut le dire. Mais l'idée qu'on va avoir, c'est de se dire, ben tiens, est-ce que je pourrais pas finalement considérer le quotient de ça par tout ce qui est là avec le racine de 2pi. Et quand on regarde, qu'est-ce qui va me rester si je calcule le quotient? Ben à gauche, il va me rester 1 moins epsilon. À droite, il va me rester 1 plus epsilon. Donc finalement, ce que je suis en train de démontrer, c'est que la limite de cette quantité-là, sur celle-là, est égale à 1. Et montrer que la limite d'un quotient est égale à 1, ça revient à démontrer que ça, c'est équivalent à la quantité qui est ici. Donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire là. Donc le but du jeu, c'est de montrer cette équivalence-là. On vous donne la formule de Stirling. Donc on va l'utiliser pour obtenir cet équivalent, notamment le k factoriel. Attention quand même, là, il y a une autre subtilité, c'est de se dire que mon k est dans in. Encore une fois, ce in, toujours pareil, donc vous remarquerez quand même l'intérêt d'avoir bien réfléchi à ce que c'était in avant. Alors, on aura une jolie image, ça va revenir, j'imagine. Oui, ça revient. Donc mon in, c'est cet ensemble-là. K est à l'intérieur de in. Donc K, naturellement, il est plus grand que n lambda. Et lambda est strictement positif. Donc quand n tend vers plus infini, ben mon K, par entraînement, va tendre aussi vers plus infini. Donc ce qui veut dire que je vais avoir le droit d'utiliser l'équivalent de Stirling. Factoriel K est équivalent à ça. Quand n tend vers plus infini. Et donc ça va très bien marcher derrière. Même chose pour le deuxième encadrement. Regardez ykn, si je divise par f de xkn, qui est strictement positif parce qu'il était une exponentielle, on demande de démontrer que le quotient est compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Et finalement, ça revient à démontrer que la limite du quotient est égale à 1. Passer à la définition de limite, il existe un entier n epsilon tel que pour n plus grand que n epsilon, c'est compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Donc ce qui revient à dire que la limite est égale à 1 et que donc ykn est équivalent à f de xkn. Donc voilà pour ça, donc vous voyez, il va falloir faire les deux à la fois. Donc on va faire d'abord celui-là, un premier équivalent, d'abord celui-là, un deuxième équivalent. Donc pour celui-là, ça va me donner un premier n1 de epsilon. Pour celui-ci, un n2 de epsilon. Et on va prendre tout simplement un epsilon égale le plus grand des deux. Après, exprimer sous forme intégrale cette quantité-là. Donc là, c'est... donc là, je passe ici. Oui, pardon, c'est là. Donc pour l'exprimer sous forme d'intégrale, on va regarder ce qu'on avait à gauche. On va faire apparaître les 1 sur racine de lambda f de x kn. On avait vu que ça tendait vers cette quantité-là. À droite, pareil. Et finalement, on va obtenir que cette quantité-là, la limite de cette quantité est comprise entre 1 moins epsilon fois ça et 1 plus epsilon fois ça. Et comme c'est valable pour tout epsilon, si on fait tendre l'epsilon vers 0, on va obtenir notre limite. Bon, on ferait la suite... Oui, la suite des questions, donc c'est pareil, c'est toujours assez technique, donc excusez-moi si des fois j'ai des blancs, mais il faut que je me remette un petit peu les questions en tête. Donc comparer ces deux choses-là. En fait, il faut partir de la définition de Tn là-dedans. Donc Tn, c'est Sn moins n lambda sur racine de n lambda. Et à l'intérieur, donc on va raisonner par équivalence, cette équation-là est équivalente à celle-ci, qui elle-même est équivalente à celle-ci. Et du coup, ça me dit que Sn est compris entre ces deux quantités-là. Mais Sn, c'est un entier. Il ne peut prendre que des valeurs entières. Donc du coup, en fait, ça va être la somme des P de Sn égale K pour K appartenant à IN. Après, donc là, vous avez une question derrière qui est très très technique quand même pour trouver la limite de ces quantités-là. Il faut bien travailler avec les epsilon et faire attention qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent les unes des autres. Donc faites attention à ce que vous allez écrire, je ne vais pas trop insister dessus. Et après, donc on obtient des résultats quand même, donc je vais juste les donner. Donc là, je pense que l'énoncé aurait pu les donner, ça aurait permis aux élèves de repartir de là pour les questions suivantes. Donc on obtient que P de Tn plus... La limite de P de Tn plus grand que A... elle est où?
Oui, la limite de P de Tn plus grand que A, c'est cette intégrale-là, donc de A plus l'infini. P de Tn égale A, la limite de P de Tn égale A égale 0. Et la limite de P de Tn plus petit que B, c'est égal à ça. Donc ensuite, quand on vous demande de calculer l'intégrale de moins infini à plus infini de x, l'idée c'est de la couper en deux avec un a dans R. Oui, on va le prendre dans R+, d'ailleurs, R plus étoile. Et on va couper en deux comme ça. Et non, d'ailleurs, oui, bon, peu importe. On va le couper en deux. Et on va pouvoir utiliser ce résultat-là. Donc je ne me rappelle plus ici, le A, il fallait qu'il soit positif. Ou, je ne sais plus qui était le A. Le A, il est défini où? Non, c'est juste des réels, donc on peut prendre un A quelconque. On va le couper en deux. Et ça, à racine de 2pi près, c'est la limite de P de Tn plus petit que B. Ça, à racine de 2pi près, c'est la limite de P de Tn plus grand que A. Et donc finalement, ça va être racine de 2pi fois ces quantités-là. Donc ça va faire racine de 2pi. Alors mon x que j'ai écrit là, j'aurais dû écrire normalement la limite de P de xn plus grand que A et la limite de P de xn plus petit que A. Et du coup, quand on peut les regrouper ensemble, on obtient la limite de 1, parce que xn plus grand que A ou plus petit que A, ça fait 1. Bon, ensuite, pour la suite, donc on vous demande de calculer un certain nombre de sommes. Donc on vous fixe un AN comme ça. Et on vous demande de calculer exponentielle moins n lambda AN. Donc, bon, ok. Donc quand on regarde notre exponentielle moins n lambda AN, c'est cette somme-là. Cette quantité qui est à l'intérieur, on la reconnaît comme étant P de Sn égale K. Et comme c'est plus petit que la partie entière de n lambda, ça revient à dire que c'est P de Sn plus petit que n lambda, parce que Sn d'oméga c'est inclus dans n. Et donc ça en retransforme en passant à Tn, donc on enlève l'espérance et on divise par l'écart type, ça nous ramène à P de Tn plus petit que 0. Et P de Tn plus petit que 0, sa limite quand n tend à plus infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx. L'intégrale entière vaut racine de 2pi, et f à l'intérieur est une fonction paire, donc l'intégrale de moins l'infini à 0 vaudra la moitié de l'intégrale sur R, donc racine de 2pi sur 2. Donc finalement, comme on a exponentielle moins n lambda à n qui tend vers 1 demi, je ne vais pas simplifier, j'aurais pu simplifier, mais qui tend vers 1 demi qui est non nul, c'est équivalent à 1 demi, et en passant le exponentielle moins n lambda de l'autre côté, on obtient cet équivalent-là. Après, on vous demande de faire pareil pour Bn, donc c'est le même genre d'idée qu'on utilise derrière pour trouver le Bn. Bon, ensuite, on pose un Cn égale ça. Et donc, on vous demande de déterminer la limite de exponentielle moins n lambda Cn. Donc, vous voyez la différence par rapport à ce qu'on avait au-dessus, c'est qu'on s'arrête cette fois-ci à n. Et donc, l'idée qu'on peut utiliser ici, c'est d'utiliser bien-aimé de Chebyshev. Donc, on regarde d'abord le exponentielle moins lambda Cn, donc c'est P de Sn plus petit que n. Donc là, j'ai sauté quelques étapes. Je vais enlever son espérance, donc ça me dit P de Sn moins n lambda plus petit que ça. Je passe au contraire parce que bien aimé Chebyshev c'est écrit avec un plus grand que. Et du coup, oui, ça va être plus grand que 1 moins la probabilité que Sn moins E de Sn en valeur absolue soit plus grande que ça. Parce que quand on prend la valeur absolue ici, on s'autorise deux possibilités. Que Sn moins E de Sn soit plus grand que ça, ou qu'il soit plus petit que l'opposé. Donc on a plus de choses dans cette probabilité-là, donc la probabilité augmente, et comme il y a un moins devant, globalement ça diminue. Et là on va utiliser bien-aimé de Chebyshev, qui est possible parce que Sn admet une variance, et donc du coup on obtient que c'est finalement plus grand que 1 moins ça. Cette quantité tend vers 1. Par ailleurs, on a vu que exponentielle moins n lambda Cn, c'est une probabilité, donc c'est aussi plus petit que 1. Et donc le théorème du gendarme me dit que exponentielle moins n lambda Cn tend vers 1. Pour Dn, c'est le même genre d'idée qu'on utilise. C'est exactement le même genre d'idée. Bon, ensuite pour la fin, donc les deux dernières questions. Donc la dernière question, c'est une redite de la question précédente. On va prendre R égale n lambda, quelle surprise, comme avant, et on va faire la même chose en changeant un petit peu le point de vue. Donc là, on s'intéresse cette fois-ci à l'équivalent de Dn quand lambda est plus petit que 1, donc ce qu'on a fait au-dessus ne va pas pouvoir s'appliquer. Et donc
donc pour ça, on vous demande de trouver d'abord la limite de ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est quelque chose qui est assez classique encore une fois. Le n lambda puissance moins n, on a envie de le rentrer intérieur pour faire apparaître un 1 moins t sur n lambda ici. Et en faisant ça, on va pouvoir faire de la convergence dominée. Alors le problème qu'on va avoir, c'est que la borne ici n'est pas fixe. Mais une méthode classique pour de la convergence dominée va consister à définir ma fonction par morceau en disant qu'elle vaut la même chose que ce qui est à l'intérieur de l'intégrale sur 0n lambda et 0 sinon. Et du coup, on va vérifier que cette fonction est bien continue par morceau. Donc là, je n'ai pas trop détaillé, mais en fait, il y a même continuité en n lambda. Mais bon, j'aurais pu calculer une limite, ça n'aurait peut-être pas fait de mal. Mais je vous rappelle que c'est une des dernières questions du problème. Ensuite, on va démontrer que fn de t à t fixé converge simplement vers cette fonction-là. Alors remarquez bien que vaut fn de t, c'est l'un ou l'autre. Mais comme n tend vers plus l'infini, on peut supposer que n lambda est suffisamment grand pour que t soit dans l'intervalle 0n lambda. Et s'il est dans l'intervalle 0n lambda, en fait, chercher la limite de fn de t, ça va revenir à chercher la limite de cette quantité-là. Et donc en passant avec une écriture exponentielle, on calcule cette limite sans trop de problème. Donc ça converge simplement vers cette fonction-là qui est continue tout court, mais continue par morceau. On a besoin de continuité par morceau uniquement. Et après, on a besoin aussi de l'hypothèse de majoration, de domination. Donc on va dominer fn de t, donc on va utiliser l'inégalité classique qui nous dit que 1 moins t est plus petit que exponentielle moins t. Et du coup, on obtient ce truc-là. Donc je domine fn de t en valeur absolue par f de t. Et f est intégrable parce que si vous regardez bien, c'est une exponentielle, c'est intégrable sur a+, c'est une exponentielle de at avec a qui va être négatif parce que lambda est plus petit que 1. Donc cette quantité est négative. Donc le théorème de convergence dominée s'applique et on obtient que la limite de cette intégrale-là, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de f de t, qu'on peut calculer parce que f de t est... Enfin, c'est une intégrale classique, et on obtient lambda sur 1 moins lambda. Pardon. Donc ensuite, en utilisant la formule Taylor à cette intégrale, donc un équivalent de dn, donc il faut voir dans dn le début d'un développement, de la formule Taylor pour reste intégrale appliquée à la fonction exponentielle entre 0 et n lambda. Donc on l'écrit. Et du coup, on peut appliquer notre résultat parce qu'on fait apparaître l'intégrale de la question d'avant. Et donc on obtient comme ça notre équivalent de dn qui est équivalent à ça. Donc pour la dernière question, je ne la détaille pas, mais c'est le même genre d'idée, en utilisant une autre intégrale, une autre convergence dominée, et ça marche plutôt pas mal.